que l'élection de Donald Trump pourra nous permettre, je l'espère, d'ouvrir les yeux. Quand on entend la gauche qui panique à l'idée que les États-Unis désinvestissent dans la défense du continent européen, on se dit que peut-être que même la gauche en viendra enfin à admettre que nous avons un devoir de puissance nous-mêmes sans compter sur les autres. Et d'ailleurs, Alors que tous les médias français étaient persuadés d'une défaite de Donald Trump, nous avons su voir l'ampleur du phénomène Trump. Nous en avons fait un magazine, un documentaire, nous nous sommes rendus sur place. Et hier, jour de l'élection, nous avons clôturé un live de plus de 24 heures en direct, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, sur notre application mobile. Commandez notre magazine, téléchargez l'application mobile et surtout abonnez-vous à Frontières pour tout comprendre. Écoutez, là, l'ambiance, c'est évidemment l'ambiance du jour de vote. Donc, on voit tous les gens dans la rue qui se promènent avec des sticks qui indiquent qu'ils ont voté. Donc, j'ai l'impression que c'est une tradition ici. Quand les gens sortent du bureau de vote, on leur remet ce stick pour montrer aux autres qu'ils ont voté. Ça a aussi comme effet de rappeler à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait qu'il faut aller voter. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que dans les rues, tout le monde s'arrête en disant « Êtes-vous allé voter ? Il faut aller voter, etc. » Comme vous pouvez l'imaginer, malheureusement, dans les rues de New York, les gens votent pour Kamala Harris et pas forcément pour Donald Trump. En tout cas, ceux qui votent pour Donald Trump sont plus discrets. Vous avez pu rencontrer des électeurs de Donald Trump à New York ? Des électeurs de Donald Trump à New York, oui, et figurez-vous que c'était d'ailleurs des Français de double nationalité. J'ai organisé hier une rencontre à laquelle il y avait plus de 100 Français. La moitié d'entre eux avaient la nationalité américaine et ils s'apprêtaient à voter pour Donald Trump. Mais je pense que vous en avez parlé lors de votre live. Il y a une particularité à ce système américain, c'est que dans les États sont presque prédéterminés. Donc, quand vous habitez à New York et que vous votez pour Donald Trump, vous avez presque le sentiment que votre vote ne va servir à rien. Vous savez que les élus vont finalement revenir aux démocrates et qu'ils vont voter pour Kamala Harris. J'en ai rencontré. Alors, tout à l'heure, la chose amusante, j'ai rencontré un électeur de Kamala Harris. J'ai été dans un bureau de vote pour voir comment ça se passait. C'est intéressant, on y reviendra si vous voulez. Et en sortant du bureau de vote, on croise un vieux monsieur qui nous demande si on est allé voter. Alors, on lui répond qu'on est français. Et là, il nous dit ah bah bravo d'avoir fait front républicain en France, d'avoir respecté le cordon sanitaire. Alors, on rigole en lui disant qu'il ne sait pas sur qui il est tombé. Et là, ce monsieur, je lui dis donc j'imagine que vous votez pour Kamala Harris. Il dit ah, bien sûr, et non seulement je vote, mais je suis militant des démocrates. Et alors là, je lui dis qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Donald Trump ? Et il dit mais si Donald Trump passe, ce sera la fin de la démocratie. Il va tuer notre pays. Donc je lui dis mais il a déjà été président des États-Unis, il n'a pas tué votre pays. Et il dit non mais maintenant il est beaucoup plus fou qu'il n'était il y a 8 ans. Donc bon, vous voyez le niveau de propagande en réalité, parce que là ce que je vous dis c'est un passant dans la rue. Ce serait pas très intéressant si ce n'était pas ce qu'on entendait sur tous les médias. Oui, sauf sur Frontières. Vous animez CNN, sauf sur Frontières. J'ai fait une petite vidéo pour le dire et pour vous soutenir. Mais c'est ce que vous entendez sur tous les médias mainstream aujourd'hui. Et donc là, pendant qu'on est en train de parler, pendant que vous faites un live que je crois honnête, vous allumez CNN et vous allez voir en boucle des reportages sur les prétendues ingérences russes, chinoises dans l'élection. Et ils ne parlent que de ça. Donc là, on est le jour du vote. Ils n'ont pas les règles que nous avons en France, c'est-à-dire l'interdiction de faire campagne plus de 24 heures avant. Donc là, ils continuent de faire campagne. Vous avez peut-être aussi entendu Donald Trump qui a fait une déclaration pour dire qu'il était sûr de gagner. Vous ne verrez jamais un candidat en France dire ça le jour du vote. Mais voilà, la propagande continue, en tout cas de l'autre côté. Alors, on va y revenir. Vous avez abordé beaucoup de sujets. On va vous faire réagir aussi avec nos invités en plateau. Mais une question, Sarah Knafo, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux certaines personnes vous interroger pourquoi vous êtes rendu aux États-Unis, pourquoi ça vous semblait si important. Alors, Sarah Knafo, vous êtes députée européenne de Reconquête, vous dites patriote. Pourquoi vous semblait si pertinent d'aller à New York, d'aller à Washington, rencontrer les équipes de Donald Trump, suivre cette élection américaine? Pourquoi c'était si important? À New York, Jordan, pas à Washington. Donc, c'est important en tant que patriote française, justement. Parce que l'élection américaine va avoir des répercussions bien au-delà des frontières des États-Unis. Je pense que ça, vous en êtes parfaitement conscient si vous faites ce live et que vous avez mis tant de moyens pour faire quelque chose d'aussi professionnel. Ça va avoir des répercussions immenses sur notre continent, et notamment du point de vue de la défense. Du point de vue de la défense, parce que vous savez qu'une des propositions majeures de Donald Trump, c'est d'arrêter de faire financer par le contribuable américain les efforts de défense qui concernent le continent européen. Et je pense qu'il a raison
totalement dans sa philosophie, mais que non seulement c'est pertinent pour le contribuable américain, mais ça va être utile pour nous. Parce que si vous voulez, la France est le pays de l'Europe qui a l'armée la plus puissante, même si malheureusement elle tombe en ruine, c'est l'armée la plus puissante parce que nous avons l'arme atomique. Pour ces raisons, la vocation naturelle de la France aurait été d'être le protecteur de tout le continent européen. C'est exactement ce que voulait le général de Gaulle et c'est pour cela qu'il décide de doter la France de l'arme nucléaire. Seulement, l'Allemagne et le reste des pays européens n'ont pas voulu accepter la domination française en matière de défense et à la place de ça, ils ont choisi les États-Unis comme protecteurs, comme sorte de parapluie, en se disant on n'a pas besoin de financer notre défense puisque de toute façon on aura toujours les États-Unis qui nous protégeront. Et je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début des années 60, quand le général de Gaulle veut signer un traité franco-allemand, le traité de l'Élysée, qui justement place la France en position de protéger le continent européen militairement. Vous avez, dans la nuit, on dit qu'il y a eu l'action de Jean Monnet, très européiste, vous savez, très proche des réseaux américains, qui aurait œuvré pour faire ajouter un préambule à ce traité de l'Élysée qui disait, au-delà de la relation franco-allemande, ce qui compte, c'est le lien que nous avons avec l'OTAN et avec les États-Unis. Tout ça pour vous dire que l'Europe s'est un peu endormie, a arrêté de financer elle-même pour sa propre sécurité en se disant que de toute façon, il y aura toujours les milliards de dollars qui tomberont des États-Unis. Donald Trump dit maintenant, ça suffit. On ne va pas payer à votre place. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle en tant que Français parce que nous sommes les plus à même d'investir énormément dans la défense pour pouvoir protéger le reste du continent. J'espère que le gouvernement français saura prendre la mesure de cette opportunité, en tirer toutes les conséquences en termes de financement de nos armées. Et s'il ne le fait pas, dans 3 ans, ce sera à nous de le faire. Alors, Sarah, je voulais juste faire réagir Emmanuel Dupuis parce que je le vois réagir en plateau. Vous êtes d'accord avec Sarah Nafo ? Partiellement. Premièrement, parce que les entreprises américaines ont toujours eu en Europe des clients assez conséquents et assez fidèles à cette logique. 73% de l'armement que nous avons en Europe, c'est de l'armement américain. Il faut faire très attention avec l'idée selon laquelle le renforcement de nos budgets de la défense va nous servir à nous. Quand on voit la manière dont les pays européens se sont empressés d'acheter des F-35 américains plutôt que des avions européens, en l'occurrence l'avion franco-allemand que nous sommes péniblement en train de construire. Quand on sait que la plupart des systèmes d'interception de missiles balistiques ne sont pas des systèmes européens, mais des systèmes achetés sur étagère américains, il y a quand même un piège à ce qu'on nous dise qu'il faille renforcer notre défense pour, in fine, continuer à acheter du matériel américain. Et c'est, entre guillemets, ce qui risque de se produire. Dernier point, et je crois que c'est important d'avoir à l'esprit, évidemment, les entreprises de défense américaines ont tout intérêt à trouver des marchés et à consolider des marchés. Et c'est la raison pour laquelle nous, Européens de l'Ouest, sommes peut-être beaucoup moins intéressants que la nouvelle Europe, comme le disait un ancien président américain, un ancien secrétaire d'État américain, quand il évoquait, il faisait la césure entre la nouvelle et l'ancienne Europe, en tout cas celle qui est rentrée dans l'OTAN à partir de 1999 et qui a continuer à permettre l'extension de l'Union européenne. Puis dernier point, mais je crois que c'est important de l'évoquer avec la députée européenne Sarah Knafo, il n'y a pas seulement l'élection américaine du président, il y a l'élection de la Chambre des représentants, les quelques 435. C'est ça, 435 chambres des représentants et un tiers du Sénat. Un tiers du Sénat. Donc ça, c'est très important parce que, comme en France, il risque d'y avoir une cohabitation. Un président qui ne pourra pas forcément avoir ou s'appuyer sur une même majorité dans l'un comme dans l'autre. Donc je crois que c'est important de le rappeler à vos téléspectateurs. Sarah Nafo, vous allez répondre à Emmanuel Dupuis, mais Nicolas Contier, vous vouliez prendre la parole également. C'est juste une spécificité là, sur le système électoral, le scrutin. On élit bien évidemment ce duel entre Kamala Harris et Donald Trump, même s'il y a encore quelques candidats tiers, mais derrière le Sénat, les représentants et d'autres juridictions locales. Ce que ça dit, c'est que quand bien même vous êtes dans une place forte démocrate, et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise qui pourrait basculer chez les Républicains, s'il est important et nécessaire que vous ayez voté, parce que ce qu'on appelle le down ballot, c'est-à-dire les noms qui sont en bas du bulletin, c'est un seul et même bulletin, soit des gens que vous puissiez faire rentrer à la Chambre des représentants. Et que ça va être très très serré. On le voit, la marge, elle est de 1 vote actuellement d'une marge républicaine, donc c'est très très serré. Et on est plus dans un scénario où le Sénat passerait du côté républicain, la Chambre pourrait également passer républicain. Ça serait au pire, le scénario du pire, un contre-pouvoir, mais dans le meilleur des cas, avec Trump à la Maison-Blanche, ça donne vraiment
pas un boulevard, mais de quoi avoir le législatif pour déployer son deuxième mandat de manière efficace. Sarah Dnafo, votre réponse sur les questions de défense et sur cette potentielle cohabitation? Alors, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Je ne prends pas ça pour des bémols, mais au contraire, pour un approfondissement de ce sujet. Je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'à chaque fois que l'Allemagne, notamment, a voulu se réarmer, on l'a encore vu récemment, elle a fait le choix donc de mettre des milliards d'euros. Et ces milliards d'euros ont été utilisés pour importer des armes américaines, du matériel de défense américain. Il a parfaitement raison. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'en tant que Française, je ne défends pas l'idée d'une armée européenne et d'une défense européenne, parce que je crois que c'est très hypocrite et qu'en réalité, à chaque fois, on fera travailler davantage l'industrie américaine que l'industrie française. En revanche, ce que je disais, pour renforcer le budget de la défense, je parlais du budget de la défense français. Et là, vous le savez, on a la meilleure industrie de défense du continent. Je ne pense pas que ce soit chauvine que de dire ça. C'est le secteur qui exporte le plus chez nous, plus que l'industrie du luxe. C'est celui qui contribue le plus à notre balance commerciale, notre industrie de défense. On a de très très grandes boîtes qui sont d'un niveau mondial, qui sont à la frontière technologique. Et quand l'État français dépense en matière de défense, alors là, au moins, on fait travailler nos grandes boîtes. Je pense que c'est vraiment la France qui doit creuser cet avantage comparatif sur l'avantage comparatif qu'on a par rapport au reste des pays européens. On ne doit pas compter sur les autres nations pour le faire à notre place. C'est à notre échelle, à l'échelle nationale qu'on doit le faire, qu'on doit mettre chaque année plus d'argent dans le budget de la défense. Là, il faut savoir aujourd'hui que quand on prend l'ensemble des dépenses publiques, la part du régalien ne pèse que 8% dans l'ensemble du reste des dépenses publiques. C'est-à-dire 8% pour toute notre armée, toutes nos prisons, tous nos policiers, tous nos gendarmes. Il faut imaginer ce que c'est à côté. Donc, il faut évidemment augmenter la part du budget régalien, en mettant plus d'argent dans la défense et en baissant la part des autres dépenses. Je pense que c'est absolument nécessaire. Quelle que soit d'ailleurs la personne qui est élue ce soir ou peut-être dans quelques semaines du système électoral, quelle que soit la personne qui arrivera à la Maison-Blanche, on doit le faire, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump. Mais ce que je dis, c'est que l'élection de Donald Trump pourra nous permettre, je l'espère, d'ouvrir les yeux. Quand on entend la gauche qui panique à l'idée que les États-Unis désinvestissent dans la défense du continent européen, on se dit que peut-être que même la gauche en viendra enfin à admettre que nous avons un devoir de puissance nous-mêmes, sans compter sur les autres. Et d'ailleurs, je trouve ça, on parle de ça, on commente et c'est normal de le faire, mais je trouve ça anormal que tous les 4 ans, ce soit des électeurs de Pennsylvanie ou du Wisconsin qui décident du futur de la défense de notre continent. C'est absolument anormal. La défense du continent européen, à mon sens, doit être décidée à Paris. Je dis bien du continent européen. C'est à mon avis Paris qui doit maintenant devenir le leader militaire du continent, à Paris et évidemment pas à Washington. Ça Donc, si juste vous voulez, avant je de... n'attends rien de Trump en direct. Oui. Juste avant de revenir sur la... En tant que patriote, on ne peut pas attendre notre salut de la part de dirigeants étrangers. Juste avant de revenir sur la cohabitation, Emmanuel Dupuis et Lucien Arbouille voulaient vous interpeller. On apprécie les sirènes qu'on entend derrière vous parce qu'on est vraiment plongé dans l'ambiance new-yorkaise. On sait qu'on est à New York. Allez-y tous les deux et puis ça va vous répondre. Rien à rajouter à ce qu'a dit Sarah Dnafo, elle l'a très bien dit. Par contre, je voudrais appuyer sur un élément qu'elle a laissé entendre. Je crois que les Américains, et je crois que Donald Trump ne fera pas autrement que Kamala Harris, vont jouer sur la césure entre la France et l'Allemagne. Ça, c'est un élément important. On l'a vu au moment où il y a eu des négociations un peu erratiques entre d'un côté Olaf Scholz et de l'autre Emmanuel Macron, qui sont allés négocier un peu séparément, hélas, séparément, la sanction que constitue l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui permet aux entreprises américaines d'avoir une sorte de plus-value ou une sorte de facilitation pour empêcher les importations d'entreprises venant du continent. Qu'avons-nous observé? Que l'Allemagne a négocié à son propre intérêt, et non pas aux intérêts, au nom des intérêts européens, mais au nom des intérêts allemands. Donc ça, je crois qu'il y a pas une grande différence à attendre des deux présidents, mais comme l'a dit Sarah Dnafo, un appel à ce qu'enfin on parle d'une seule voix et qu'à ce qu'enfin on ait
le courage. Je prends ce que vous avez dit pour mien, le fait de sortir de l'extraterritorialité. Après tout, l'économie est trop dollarisée, il faut l'euroiser, ou la yéniser, si on puisse s'exprimer ainsi. Et je crois que ça, ce sera la manière de montrer un petit peu notre capacité de résilience. Oui, Lucien Rabouille, et puis Sarah Knafo vous répond. J'avais une question assez similaire. En tant que députée européenne, chère Sarah Knafo, est-ce que vous pouvez imaginer, notamment avec vos partenaires allemands dans le cadre de votre groupe, faire avancer l'idée, qui est encore très balbutiante et difficile, puisque nos intérêts sont différents, mais enfin d'un protectionnisme européen qui fasse poids par rapport effectivement au protectionnisme américain? Leur politique est extrêmement offensive. L'inflation Reduction Act, c'est 350 milliards de dollars. Donald Trump, on le sait, est obsédé par le déficit de la balance commerciale, notamment puisqu'il en dépend du salut de l'industrie automobile et sidérurgique, qui sont ses électeurs, et en particulier de la balance commerciale avec l'Union européenne. C'est 200 milliards ou 230 milliards de déficit, et cela concerne pour 70 milliards l'industrie allemande. Donald Trump avait dit en 2015 « Je ne veux pas voir de Mercedes ou de voitures allemandes et de Volkswagen sur les rues de Washington et de New York ». Est-ce que vous pensez qu'au terme de la mandature, le Parlement européen pourrait avancer sur ce dossier ? Sarah Knafo. Tout à fait. Alors déjà, sur le premier point, par rapport à M. Emmanuel Dupuis, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Donc, je souscris parfaitement. Ensuite, sur le deuxième, sur la question du protectionnisme. Je pense en effet qu'on a le groupe qui sera le plus à même de le faire. Vous savez que notre groupe au Parlement européen s'appelle Europe des Nations Souveraines. J'en suis la vice-présidente aux côtés de René Host, qui vient de l'AfD. C'est celui qui vient de faire 33% dans sa région de Thuringe. Et alors, ce qui me plaît dans ces relations, dans ces nouvelles relations, néo-relations franco-allemandes, je dirais, qui ne sont pas celles qu'on a pu connaître dans le fameux couple franco-allemand très idéalisé par la France et d'ailleurs pas peu par l'Allemagne, c'est qu'il y a une forme de respect de nos intérêts stratégiques. Je vous donne un exemple. Quand on doit voter sur la PAC, vous savez qu'en principe, les Allemands sont très contre. Ils n'ont pas un secteur agricole aussi important que le nôtre, mais par respect pour moi et pour les intérêts français, alors même que je suis seule française dans ma délégation, ils vont soit s'abstenir, soit voter pour. Je vous donne un autre exemple sur le nucléaire. Vous savez que le fait que la France ait cet arsenal nucléaire lui offre un avantage stratégique, un avantage compétitif très important, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Ça explique aussi que la plupart des gouvernements allemands se soient presque ligués contre nous pour nous retirer cet avantage comparatif, parce que ça les pénalisait en matière industrielle. Ça nous offrait à nous une bien plus grande largesse, en tout cas des moyens bien plus importants. Et ça fait maintenant des années que l'Union européenne, du fait de la politique, du lobbying allemand, a nui à nos intérêts nucléaires. Et là, quand vous regardez ce qui se passe au Parlement européen, vous vous apercevez qu'on a de plus en plus de majorité en faveur du nucléaire. Je le sais parce que je siège au sein de la commission ITRE, qui est la commission Industrie, Recherche, Énergie, et au sein de la commission Environnement. Alors, au sein de la commission Environnement, c'est de toute façon presque pris en otage par les Verts, qui choisissent en majorité cette commission. Mais au sein de la commission Industrie, vous avez de plus en plus... il y a eu un électrochoc sur le nucléaire en réalité. Je pense que les opinions publiques ont aussi compris à quel point ça avait été une arnaque, du faux écologisme. C'est l'idéologie verte qui va même contre les intérêts environnementaux. Donc il y a eu une véritable prise de conscience. On a de plus en plus de majorité sur ce sujet. Dernier point sur la question du protectionnisme, du libre-échange. Alors là, oui, en tout cas, j'espère qu'on va réussir à peser sur cette question, notamment en matière d'agriculture. Il y a aussi des enjeux avec les États-Unis. Pourquoi est-ce que je crois que sur ce point aussi, et d'ailleurs pour la même raison et avec la même philosophie, sur ce point aussi, l'élection de Donald Trump pourrait être un électrochoc, pourrait nous ouvrir les yeux. C'est que Donald Trump, contrairement aux autres qui sont tout aussi égoïstes que lui, tous les démocrates, Joe Biden, Kamala Harris, contrairement aux autres, lui assume une forme d'égoïsme national. C'est-à-dire qu'il nous place face à nos responsabilités. En assumant à ce point de dire America First, il nous autorise à dire nous aussi Europe First, France First, surtout. Il nous autorise à le dire parce qu'il est enfin dans une relation claire avec nous. Les autres sont hypocrites. C'est-à-dire qu'en pratique, ils vont agir avec un grand égoïsme national. On connaît les États-Unis, on a parlé de l'extraterritorialité du droit américain. On sait comment ils agissent, quelle que soit la couleur politique. Mais là, au moins, avec Donald Trump, on a quelqu'un de clair. Donc ça va nous forcer, nous aussi, à enfin arrêter d'être les idiots du village global, comme disait Hubert Védrine,
et à enfin accepter que même si on est allié avec quelqu'un, allié ne veut pas dire aligné. Et donc, on a le droit d'avoir notre politique propre. Si on parle de guerre commerciale, c'est pas un gros mot. On a le droit de mener une guerre commerciale. L'Union européenne, c'est le plus grand marché de consommateurs du monde. Il s'agirait quand même parfois de réussir à se faire respecter en tant que tel et pas d'être le continent ouvert aux 4 vents quand tous les autres se protègent. Donc peut-être qu'enfin, avec son élection, s'il est élu, si les Américains font le bon choix, peut-être qu'avec son élection, ça nous permettra enfin d'ouvrir les yeux, d'avoir une relation plus adulte vis-à-vis des États-Unis, moins vassalisée, mais enfin de traiter d'égal à égal. Ouais. Alors Sarah Knafo, c'est passionnant. Je crois qu'on va organiser un débat avec Emmanuel Dupuis chez Frontières à une prochaine occasion. Conversation. Sarah Knafo, vous restez encore juste un instant. Voilà, simplement pour vous dire, pour ceux qui nous rejoignent, qu'il est 21h, il est 15h à New York où se situe Sarah Knafo, députée européenne. Vous êtes 45 000. On a franchi un nouveau cap. 45 000 à nous suivre. Bientôt 50 000. J'ai l'impression qu'on est en train d'obtenir les résultats. On a les résultats de Frontières au fur et à mesure. Là, on a de plus en plus d'auditeurs qui nous rejoignent. Donc, c'est la pré-nuit électorale. On va en direct toute la nuit avec nos équipes, avec Eric Tedner, avec Sarah Knafo qui nous fera régulièrement un point de la situation à New York. Et notre reporter qui est arrivé sur place à Washington, Nicolas Conquier, qui est présent également porte-parole de Trump en France. Donc, 15h à New York. Les Américains sont en train de voter. On vous tiendra informé toute la nuit des résultats en direct de minuit jusqu'à 6h du matin. Un mot justement concrètement sur l'élection. Sarah Knafo, vous avez évoqué de potentielles fraudes. Ça peut arriver, c'est arrivé en 2020. On a l'impression que là, le continent américain s'est davantage préparé cette fois. Est-ce que vous avez eu des échos? Est-ce que vous craignez de potentielles fraudes? Alors moi, je n'avais pas évoqué le sujet, mais on peut en parler. Là, j'étais au meeting de Donald Trump en Pennsylvanie. C'était l'un de ses derniers meetings, c'était avant-hier. Et je dirais que sur 1h30 de discours, il a bien passé la moitié à parler des cas de fraude. Donc, ce qu'il y a d'aberrant pour cette élection, c'est que dans plusieurs États, vous n'avez pas besoin de carte d'identité pour aller voter. Donc, il faut imaginer ce que ça signifie. Là, tout à l'heure, je vous donne un exemple. Je suis rentrée dans un bureau de vote à New York pour voir comment ça se déroulait. Et on vous demande seulement votre nom, vous signez un papier, vous allez voter. C'est tout. Alors, la seule chose qu'il faut, c'est connaître le nom d'une personne qui habite près de ce bureau de vote. Et ensuite, vous signez, vous votez. On n'a pas le droit de vous demander votre carte d'identité. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'en principe, quand vous sortez dans la rue, vous êtes obligé d'avoir votre carte d'identité, n'importe où, partout. Mais pour voter, non. Donc, si on vous le demande, si on vous la demande, c'est un délit. Donc ça, première chose qui est quand même assez étonnante. La deuxième chose qui m'a frappée là dans le bureau de vote, c'est que tous les panneaux étaient tous traduits en espagnol. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous sentez que aux États-Unis, les démocrates misent beaucoup sur le vote, notamment sur le vote des hispano-américains. Il y avait des interprètes espagnols, tout est traduit, c'est en anglais et en espagnol. Ça aussi assez frappant. Et quant à la fraude, écoutez, pour moi, ce serait le pire scénario pour les États-Unis. Parce qu'on sait que ça va provoquer des semaines très dures, peut-être des semaines de chaos. Je ne sais pas d'où viendrait ce chaos, mais ce qui est certain, c'est que si ça vient des partisans de Donald Trump qui seront accusés et diabolisés, on résumera toute l'action, tous les sujets traités par cette campagne qui vont en réalité bien au-delà de la lutte contre la fraude. C'est des sujets qui se posent très profondément à tous les peuples occidentaux. La lutte contre le wokisme, la défense de l'identité nationale, c'est des sujets quand même très profonds. Et je crains que si les résultats sont serrés, s'il y a des cas de fraude, s'il y a des soupçons de fraude, je crains que ça fasse porter tout le message de cette campagne exclusivement sur cette question. Et que ça obère tout le reste, c'est-à-dire tous les enjeux civilisationnels qui ont été soulevés par la campagne de quand même la première puissance du monde. Bien sûr, et à l'inverse, si les cas... Allez-y, oui, Sarah Knafo. Alors juste avant, on va vous laisser profiter des gratte-ciel new-yorkais et de Central Park. Nicolas Conquier va juste vous poser une question. J'en profite pour en rajouter une autre. Est-ce que, pour nos auditeurs qui nous rejoignent, est-ce que de façon simple, ça se passe comme en France, où on ferme les bureaux de vote à 18h, on dépouille, on a les résultats? Comment ça se passe concrètement?
Alors, à New York, ça ferme à 21h. Pardon, c'est pour Nicolas. Ouais. Aux États-Unis, déjà, il y a 3 time zones, c'est-à-dire que, les principaux, c'est-à-dire qu'entre la côte Est et la côte Ouest, vous avez 3 heures de décalage horaire, donc avec des heures spécifiques, donc ça va être un peu échelonné au fil du temps. Il y a des grandes villes qui prolongent la fermeture des bureaux, et la particularité, je crois que c'est la même chose en France, c'est que dès que vous êtes dans la file, on ne veut pas vous y conduire. C'est-à-dire que si vous êtes dans la queue avant 19h59, vous allez rester jusqu'à ce que, même si vous glaissiez votre bulletin dans l'urne, après 21h par exemple. Et c'est pour ça que il y a des appels des politiques, et on n'est pas du tout dans une période de réserve électorale comme on a en France, mais les politiques sans cesse, c'est rester dans la file d'attente, rester jusqu'au bout, vous êtes démoralisé, vous avez besoin d'aller travailler, mais là c'est plus important que tout de rester dans la file. Donc il y a ce côté où effectivement c'est les horaires qui sont différents, et ensuite c'est pas dans tous les États où on va avoir le décompte officiel le soir même comme en France à 20h00. Il y a des États qui, à la faveur de certaines crises historiques sur lesquelles les États-Unis sont passés pour la riser sur la scène internationale en 2000, il y avait la Floride sur laquelle ça a duré 38 jours jusqu'à laquelle les juges de la Cour suprême étaient en train de regarder si un bulletin de vote était bien poinçonné ou non. À la faveur de cette crise, les démocrates et les républicains de l'État de Floride ont remis le système à plat, et désormais, alors que c'est le 3e État le plus peuplé des États-Unis, ils ont le gagnant de l'État le soir même, parce qu'ils ont fiabilisé leur système. Mais de fait, les standards aux États-Unis, comme on l'a dit, c'est une compétence qui relève de chacun des États, font que il y a des différences dans la manière dont les dépouillements vont avoir lieu et les résultats vont être prononcés. Et malheureusement, et ça aussi pour moi c'est quelque chose qui crée de la défiance, c'est dans les swing states où on voit qu'il n'y a pas des irrégularités, mais qu'on annonce d'ores et déjà que vous aurez le résultat du Wisconsin et de la Pennsylvanie après le jour du résultat officiel. Alors Emmanuel Dupuis, très rapidement, et Sarah Knafo, vous concluez. Oui, 38 jours, 500 voix d'écart en 2000, donc le dernier swing state, alors qu'il y a 20 millions d'habitants, enfin il y avait 20 millions d'habitants à l'époque en Floride, donc des recours pendant 38 jours, qui a effectivement un peu fragilisé un système américain qui n'est pas si parfait que cela. Premièrement parce qu'il y a des recours avant même que le scrutin soit terminé. On est déjà dans la configuration où un certain nombre de candidats prônent, il y a de la Chambre des représentants notamment, prônent ces recours. Et moi, c'est une vision un petit peu philosophique que je vais vous livrer, parce que on fait du scrutin américain le scrutin absolument le plus démocratique. On se rend compte quand même qu'il est très faillible, et de ce point de vue, l'idée sur laquelle il devrait nous donner des leçons me semble un peu spécieux, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, Sarah Knafo, pour conclure, et peut-être vous n'allez pas y échapper, j'ai posé cette question à chacun. Votre pronostic à vous qui êtes sur place? Waouh, c'est très dur. Écoutez, on prend toujours ses souhaits pour des réalités. Alors, je vais vous dire Trump, mais la vérité, c'est que je n'en sais rien. On l'a dit, si tout repose sur 10 000 électeurs de Pennsylvanie, comment est-ce que je pourrais vous donner un pronostic sûr? En réalité, j'en sais rien. Voilà, j'espère pour les États-Unis, pour les Européens et pour les Occidentaux que les Américains choisiront Trump. Mais voilà, ce sont les Américains qui décident. Et nous verrons soit ce soir, soit dans les prochains jours. Merci beaucoup, Sarah Knafo. On vous reprendra sans doute plus tard dans la soirée. Vous continuez de suivre pour nous ces élections américaines, et on vous souhaite de bien profiter de New York et des gratte-ciel. Merci beaucoup.